pendant ce temps-là, votre ami Prigojine, Bertrand Badi, le chef de Wagner, joue lui la défaite. On va l'écouter. Il estime que, on ne va pas dire que c'est fichu, mais que c'est une nouvelle fois très très mal parti. L'ennemi occupe Yatikati, le nord de Robotine et Urojaïn. Ce qui veut dire que de grands pans de territoire ont été perdus au profit de l'ennemi. Il n'y a pas de gestion, pas d'armes, pas de munitions. Les soldats écrivent des lettres tous les jours pour dire qu'ils ont besoin d'obus, de mesures anti-chars, d'obus perforants. Tout cela est complètement caché à tout le monde. Un jour, la Russie se réveillera et s'apercevra que la Crimée est ukrainienne. C'est une trahison directe des intérêts de la Fédération de Russie. Voilà, ça résonne évidemment avec cette frappe sur ce pont tout à l'heure qui permet aux Russes de ravitailler leurs troupes plus au nord. C'est vrai que les Ukrainiens ne lâchent pas la Crimée, leurs ambitions de récupérer leur territoire. Prigojine, on le sait, il tape sur l'état-major depuis le début. Il va toujours un petit peu plus loin. Là, il dit, vous allez vous réveiller un jour et la Crimée sera ukrainienne. Ça, c'est insupportable à entendre, non, dans le Kremlin? C'est que, ce qui me semble, Prigojine nous a habitués à beaucoup d'excès. Et ce qui est excessif est tout de même assez dérisoire. Là, en l'occurrence, je trouve que sur les commentaires qu'il fait sur les quelques territoires, les quelques villages qu'il évoque, c'est excessif. Parler de grands territoires ou de grandes conquêtes, c'est excessif au regard de la situation réelle que nous connaissons et qui est celle du front aujourd'hui. Ça peut changer demain, mais aujourd'hui, parler de grandes défaites de l'armée russe sur les quelques territoires de 100, 120, 130 km² qui ont été reconquis me semble complètement déplacé. Moi, je pense que Prigojine, il a pris goût quand même à la lumière des caméras et il a du mal à quitter cette lumière. Et donc, il a besoin aujourd'hui probablement de créer un événement médiatique, quel que soit le bien fondé de cet événement, de façon à entretenir sa geste, de façon à entretenir Donc vous pensez le pouvoir qu'il exerce. Que ça n'a aucune réalité, qu'il ne renvoie pas à une réalité sur le terrain, parce qu'il a des hommes encore engagés sur le terrain. Donc il a quand même des capteurs. Vous avez raison de dire qu'un jour la Crimée sera ukrainienne. Ça, c'est un message extraordinairement politique et qui va résonner très très profondément dans la Russie. En revanche, dire qu'un jour la Crimée sera ukrainienne parce que les quelques gains territoriaux qui ont été réalisés effectivement par les Ukrainiens depuis 15 jours sont considérables, le terme considérable me semble très déplacé. Mais alors... Ça ne veut pas dire que les offensives ne vont pas réussir. Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les gains ne sont pas très importants. C'est intéressant de rappeler qu'il évidemment, il exagère. Il exagère énormément. La question, c'est pourquoi il exagère. Est-ce qu'il essaye d'enfoncer un coin à l'intérieur du Kremlin pour constituer une opposition à Poutine? Il aide les Ukrainiens quand même. D'une certaine façon, il prend le parti des Ukrainiens. C'est ce qu'on est tenté de penser quand on l'écoute. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Pardon d'être simpliste. Hein. Non, mais c'est pas vous, chère Elisabeth. C'est la présentation qui nous est faite par notre sympathique saltimbanque du conflit. Bon, passons. Je crois qu'il y a un phénomène d'escalier. Premièrement, c'est un des traits classiques, banals de la rhétorique politique que d'exagérer la défaite en espérant créer un sursaut. C'est quelque chose que vous voyez dans l'histoire. On met en évidence la catastrophe pour espérer créer une mobilisation contre cette catastrophe. Vous avez des dizaines et des dizaines d'exemples de cette nature. Un deuxième élément, plus pervers, mais moi qui m'intéresse beaucoup, c'est cet art consommé des Russes de savoir tirer les dividendes des défaites. Et ça, c'est quand même un grand enseignement. Poutine a tiré des bénéfices
diplomatiques et des dividendes diplomatiques de ces défaites militaires, notamment en direction des BRICS et du Sud, qui sont absolument phénoménaux. C'est-à-dire cette capacité de transformer une défaite en opportunité en aubaine politique, Poutine en est vraiment l'expert breveté. Et Prigojine, la même chose, c'est-à-dire retirer de la faiblesse de l'armée officielle et de l'État russe des dividendes politiques pour montrer que lui, il est différent et peut-être supérieur aux autres, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. Du point de vue de la science politique, c'est un phénomène intéressant, la Très transformation intéressant, de la défaite en peut-être victoire. Le troisième élément, c'est que quand même, revenons aux réalités. Et la réalité, c'est que la Russie, descendante d'une URSS coprince du monde il y a encore quelques décennies, mise en déroute dans un conflit qui, en principe, était David contre Goliath. Et il y a objectivement quand même une défaite militaire très grave de la Russie. Et c'est ça qu'il faut regarder en face. Et puis, il y a un essoufflement général de la Russie qu'on essaye de dissimuler, de maquiller. Et ça, les régimes autoritaires savent très bien faire, pour des raisons évidentes. C'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour dire « mais attendez, ça va peut-être pas si bien que ça ». Or, il y a là tout un ensemble de signes de faiblesse que l'économie russe, le système politique russe et, me disait en aparté le général tout à l'heure, l'armée russe sont en train de manifester. Et ça, il faut le gérer. Alors, ça ne veut pas dire, et c'est là la grande difficulté de cette histoire, ça ne veut pas dire qu'une défaite russe est une victoire ukrainienne. Ça l'est d'un certain point de vue, puisque l'Ukraine a réussi à stopper cette invasion, mais c'est pas pour autant qu'il est garanti à l'Ukraine de pouvoir reconquérir l'intégralité de son territoire. Et oui, et il y a parfois même sans doute des défaites militaires qui sont des victoires diplomatiques. Mais c'est très intéressant parce qu'on entre dans cette complexité, effectivement, grâce à vous tous, jour après jour. Je voudrais qu'on écoute aussi, par exemple, Girkin Strelkov, qui est un blogueur militaire russe. Alors, il n'était pas, lui, invité il y a quelques jours, vous vous rappelez, par Poutine pour deviser de la façon dont la guerre se passe en ce moment. Ils avaient été invités au Kremlin, parce que lui est quand même trop critique sans doute pour que le chef du Kremlin ne lui lance cette invitation. Et il renchérit dans ce défaitisme de Prigojine. Il est beaucoup plus offensif, lui, d'ailleurs, contre Poutine. Quelles que soient les victoires que notre armée remportera dans cette guerre, nous la perdrons. Il y a un an, l'ennemi n'attaquait nulle part. L'offensive était entièrement des forces armées russes. En juin 2023, Kherson est abandonné, tout comme Izium et Kupiansk. Le président parle de 140 à 180 chars détruits en quelques jours. On lui apporte des chiffres et il ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi devrait-il essayer de comprendre? Si on lui disait que 1800 chars ont été détruits, il pourrait le répéter. Il n'a jamais vu un char, sauf lors d'un défilé. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il ne se comporte même pas comme un vieillard, mais comme un enfant. Un manque total de professionnalisme. Il y a des cadres sans éducation dans les plus hauts rangs de la Fédération russe. Nous n'avons aucune chance de gagner. Bon, alors ça, c'est Monsieur Tabdur. Aujourd'hui, alors on rappelle qu'il y a un courant ultra-nationaliste qui voudrait que Poutine aille beaucoup plus loin et lui reproche sa façon de mener cette guerre. C'est ce qu'on entend là. Là, il tape évidemment très fort, trop fort d'ailleurs pour que ça ait une efficacité quelconque, parce qu'il tape de façon totalement indifférenciée. Prigojine, comme d'habitude, est plus intelligent, puisque Prigojine dit attention, il sonne l'alarme, la Crimée pourrait redevenir ukrainienne. Et il met là le doigt sur le vrai sujet, puisqu'en effet, cette guerre, elle est sur la Crimée. Et de plus en plus, elle sera sur la Crimée. Et le débat entre le président ukrainien et ses alliés portera sur la Crimée. Donc Prigojine est intelligent parce qu'il y a un vrai risque, en effet. Il y a un vrai risque. Alors que M. Strelkov, il tire un peu au hasard et au jugé sur tout le monde. Il arrose large. Et dans le fond, ça n'a aucun effet. Et donc, quand on arrose trop large, on n'atteint personne?
ce que vous voulez dire, mais il vise quoi, Prigojine, justement, en appuyant là où ça fait mal, en disant cette phrase, encore une fois, vous allez vous réveiller, vous Alors, les une fois Russes, de plus, la Crimée sera ukrainienne. Avec sa méthode à lui, en effet, pour capter la lumière, alors qu'il est un peu dans un état désespéré, il appuie là où ça fait mal, comme vous le dites, et il alerte sur le fait que, en effet, le problème, c'est la Crimée. Et que donc, les Ukrainiens vont tenter d'isoler la Crimée pour l'asphyxier, pour forcer les Russes à venir à la table de négociation sur la Crimée. Vous savez, vous avez parlé que Prigojine il exagère et les Ukrainiens ne pensent pas qu'il exagère. Nous pensons qu'il est réaliste. C'est une seule personne qui est réaliste dans l'entourage de Poutine. Et comme n'oublions pas qu'il est maintenant dans sa campagne politique, presque présidentielle. Il est en voyage maintenant partout en Russie parce que selon Prigojine, il a apporté une seule victoire valable, c'est soi-disant Bakhmout. Bon, les Ukrainiens ne considèrent pas ça. Non, mais les Russes, oui. Mais pour les Russes, c'est une grande victoire et c'est l'armée russe critiquée par autre Girkin qui n'a pas su le tenir. Donc vous voyez, c'est vraiment il y a un jeu politique. Mais pourquoi Girkin il est beaucoup plus fort que Prigojine? Parce que Prigojine il commence sa carrière politique. Il est beaucoup plus violent à l'égard de Poutine, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Ouais. Oui, Prigojine il est au début de sa carrière politique, il est obligé de jouer maintenant, de passer entre les deux gouttes d'eau, si vous voulez. Tandis que Girkin, il n'a rien à perdre. Il n'était pas déjà invité dans cette rencontre, pour cette rencontre avec les blogueurs. D'ailleurs, il a critiqué cette rencontre, il a dit que c'est la honte. Tout ce qu'il disait Poutine, c'est la honte. Et là, maintenant, Girkin, quand même, il est prétendu à avoir un poste important parce que c'est lui qui a pris Donbass. En 2014. C'est lui qui a organisé l'opération de Donbass. Il s'est voyé vraiment presque général de l'état-major russe, mais il n'était jamais invité là-bas. Donc il a un œil, si vous voulez, sur tout ça, tout ce qui se passe. Mais Girkin, il est aussi une réalité. Il est où, Girkin? Il est sur le territoire russe? On ne sait pas où il est, parce que si on savait où il est, on aimerait bien le récupérer. Il se cache très bien. Bon, je crois que politiquement, il a des idées un peu borderline, pour dire les choses en bon français. Il est très radical. Et lui, mais comme il est réaliste aussi, parce qu'il connaît très bien le terrain, il était sur le Donbass, il était affronté avec les militaires ukrainiens, il connaît très bien notre capacité de la résistance et notre capacité de stratégie militaire, il est réaliste, et il constate que la guerre est perdue. D'accord. Vous en faites finalement un messager de bonne foi presque qui joue contre la Russie. C'est comme ça il que regrette beaucoup. Il regrette beaucoup. Il ne dit ça pas. Donc pour vous, c'est une grande déception. Un allié. Oui, juste une petite chose. Quand on parle de Prigojine, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, faut jamais oublier que l'on n'a là que la partie émergée de l'iceberg. Prigojine, c'est pas l'Ukraine. L'essentiel de Prigojine, c'est un énorme système mafieux qui lui permet de se rendre indispensable dans le système russe. C'est-à-dire, sans cette énorme mafia que constitue la constellation, plus que le groupe d'ailleurs, la constellation Wagner, la Russie ne bénéficierait pas de l'arrivée d'armes nouvelles et de fonds nouveaux pour financer cette guerre. Donc, il ne faut absolument pas prendre au pied de la lettre ce qu'il dit à propos de l'Ukraine, qui est totalement instrumental, et ne pas considérer que ce qu'il dit sur l'Ukraine risque de le mettre en danger politiquement, parce que ce qui fait son existence, ce qui le protège et qui lui permet de taper du poing sur la table, c'est pas ses analyses sur l'Ukraine, c'est ce capital qu'il représente. C'est-à-dire un système... si la Russie dérive vers le statut, l'identité d'État mafieux, c'est qu'elle dépend de plus en plus de ce système mafieux dont M. Prigojine est l'un des relais essentiels. Il ne faut pas l'oublier, ce genre de choses. Merci de nous le rappeler. Dans un